Bonsoir à tous et bienvenue sur ATV Guyane pour un nouveau rendez-vous politique. Après le passage des 9 candidats d'en face à la collectivité, place au débat maintenant, au grand débat que l'on vous propose avec 3 candidats sur le plateau. Fabien Canavi, Rémi-Louis Budoc et Alain Tienlong. Quelle différence dans les programmes de nos invités? Quelles sont les priorités des candidats? C'est ce que nous verrons pendant 1 heure avec notre chroniqueur politique Farouk Amri. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alain Tienlong, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous êtes en forme pour, on va dire, cette dernière ligne droite quelque part? Eh bien, il faut avoir la forme. Lorsque vous êtes dans une compétition telle que celle-ci, vous devez avoir de l'énergie. Très bien. Donc, il est important d'aller bien. Rémi Budoc, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous sentez? Très très bien. Serein, comme j'ai toujours dit dès le début. Fabien Canavi, bonsoir. Bonsoir, ça va. Tout va bien? Ça va. Farouk Amri, bonsoir. Bonsoir Gilles Vernet. Comment allez-vous? Écoutez bien, j'ai cru que vous allez m'oublier. Jamais de la vie. Bon, Jamais de la vie. Et surtout, les candidats ne peuvent pas vous oublier puisque vous fouillez sur chaque mot dans la presse, et pas seulement la presse d'ailleurs, puisque vous dites des choses, et vous dites des choses depuis bien longtemps. Alors, nous avons voulu offrir à nos téléspectateurs un débat, on va dire, pédagogique. Nous vous laissons, vous trois, donc 1 minute 30, pour expliquer aux téléspectateurs, donc aux électeurs, une synthèse, on va dire, de votre programme. Et on va commencer par vous, Fabien Canavi. 1 minute 30 pour nous expliquer en gros ce qu'il y a dans votre programme. Alors, nous avons fait le constat qu'il y avait une dégradation sociale, voire sociétale en Guyane. Près d'un foyer sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Une grande violence, violence entre jeunes, violence au niveau des jeunes qui la retournent contre eux en se suicidant. Et nous avons considéré que plus qu'un programme, il fallait un projet pour le territoire. Donc nous avons fait un projet qui gravite autour de 3 sujets principaux, la jeunesse, la famille, l'entreprise. Donc nous relions ces 3 sujets-là et nous posons quand même un certain nombre de préalables, le préalable foncier, la question autochtone, les modes de vie ruraux, une approche différente des problèmes de l'intérieur. Nous posons aussi le problème des personnels de la CTG. Et puis enfin, nous pensons à l'autre, une dimension humaine dans tous ces aspects-là. Dimension humaine, on retient sur tout ça, effectivement, chez vous, Fabien Canavi. Rémi-Louis Budoc, 1 minute 30, une synthèse de votre programme. En synthèse, je dirais un petit peu notre slogan, la force pour bâtir la Guyane. Bâtir la Guyane, c'est s'attaquer effectivement aux problèmes fonciers. Il y a trop de besoins par rapport aux capacités des collectivités locales et de la future CTG de même, malgré des textes qui laissent des ouvertures, mais qui sont largement insuffisants. Les PAG, qu'il faut complètement revoir. Et puis la conquête du territoire, il faut la bâtir également. Le routier, les transports maritimes, le transport aérien, revoir un peu tout cela. Il faut bâtir dans le domaine de la production énergétique, une production énergétique adaptée aux réalités et aux besoins du territoire. Bâtir en redynamisant l'économie, développer un réseau de TPE et de PME pour permettre à tout un chacun de créer son activité. Bâtir, c'est la transparence sur le marché de l'emploi. Il ne faut plus qu'aujourd'hui que les emplois disponibles ne soient pas à la disposition de tout un chacun, les pistons, les passe-droits. Il faut que ça cesse, il faut que vraiment chacun ait droit à ce qui existe en termes de marché de l'emploi. Bâtir, c'est un réseau de formation moderne et permettre à chaque jeune de pouvoir trouver des stages, pouvoir se former. Bâtir, c'est également mettre en place une gouvernance de la CTG qui soit adaptée avec un nombre d'agents extrêmement important. Et comme je le dis, il y a du travail pour tout le monde. Il faut réadministrer ce territoire. Vous allez nous dire, bien sûr, comment vous faites tout ça. 1 minute 30 également pour vous, Alain Tienlong, une synthèse de votre programme. Alors, les hommes et les femmes qui m'accompagnent, et moi-même, nous avons bâti un projet qui repose sur 5 objectifs fondamentaux. C'est la formation, l'emploi, la vitalité des entreprises, qu'elles soient, dans tous les secteurs, primaires, secondaires, tertiaires, artisans, petites, moyennes entreprises, grandes entreprises. C'est la solidarité de la collectivité vis-à-vis des communes, de tout établissement qui concourt à des actions dans le cadre de l'intérêt général, les associations dans le domaine culturel, sportif, et puis, bien sûr, l'équilibre du territoire
en termes d'aménagement, s'agissant de la couverture numérique, énergétique, les équipements routiers, les équipements publics et autres. Ces 5 objectifs nous ont permis de décliner 5 orientations. La première, il s'agit d'une orientation qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, c'est rendre cohérente l'action publique, puisqu'aujourd'hui nos 2 collectivités ont des missions différentes qui sont complémentaires. Deuxième orientation, eh bien, c'est faire tout cela dans un cadre juridique adapté à la réalité de notre territoire et une administration qui soit aussi adaptée. Troisième orientation, c'est une nouvelle gouvernance économique au service du développement et au service de l'action sociale. Et puis quatrième orientation, c'est une action sociale efficace et efficiente. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler de développement sans cohésion. Et la 5e orientation, c'est assurer la cohésion sociale, le vivre ensemble de toutes ces composantes de la société guyanaise. Et puis bien sûr, impliquer la jeunesse dans tous les projets que nous avons. Très bien, merci messieurs pour cette synthèse de vos programmes. Nous allons faire un débat, on va dire, un peu différent, mais à travers les questions, vous allez développer une partie justement de ce que vous avez dans votre programme, chacun des candidats. Farouk, ce débat n'est pas un débat comme les autres, c'est un exercice, on va dire, différent que nous proposons à nos candidats. Tout à fait, Gilles. Donc à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'émission, on va vous appeler président. Alors, on va vous mettre en situation. Alors, président Canavi, président Budoc, président Alain Tienlong, on va commencer toujours par vous, président Canavi. Qu'est-ce qui serait bon à retenir ou à rejeter de ce qui vient d'être dit par vos adversaires politiques ou les autres qui sont éventuellement absents? En tant que président, qu'est-ce que vous retiendrez de ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce que vous prendriez qui ne figure pas dans votre programme? Et quelle différence? Quelle différence avec les autres? Et qu'est-ce que vous rejetteriez dans les propositions de vos Moi, je pense que tout est bon à prendre. Après, c'est sur la méthode. C'est-à-dire dans l'ordre dans lequel on agence les interventions. Peut-être que c'est à ce niveau-là, mais je ne connais pas l'ordre dans lequel mes concurrents interviennent. Mais pour ce qui me concerne, je pense que tout est bon à prendre. Tout est bon. Président Budoc? Je pense que dans ma position, je ne ferai pas une séparation entre les missions régaliennes de l'État et la CTG. Par exemple, la sécurité. Je considère que c'est une mission régalienne de l'État, certes, mais s'il n'y a pas une sécurité des citoyens, une sécurité pour le secteur économique, eh bien, il n'y aura pas de développement économique. Donc le président de la collectivité doit également s'intéresser à ces problèmes, donc mettre l'État autour de la table et voir comment ensemble on peut résoudre ce problème. La question de l'immigration, c'est un vrai sujet qui frappe les collectivités en plein cœur, dans la mesure où les financements ne suivent pas. Et on doit intégrer, il faut mettre en place la logistique nécessaire, les infrastructures pour accueillir, si c'est la stratégie. Aujourd'hui, je considère qu'il n'y a pas suffisamment d'intervention ferme pour pouvoir dire à l'État, dans ce secteur-là, vous devez prendre vos responsabilités, vous le faites au niveau européen avec les migrants et autres, au niveau de la Guyane, 0 € pour pouvoir mettre en place une politique d'intégration. On ne parlait pas de l'État, on parlait des... Personne n'a posé la question des missions régaliennes de Voilà, l'État non, dans le justement, programme. c'est pour ça. Alors, le président Budoc est en train de dévier là, il faut faire attention. Le président Budoc abuse de son temps de parole. Président Tienlong? Eh bien non, je n'ai pas de commentaires à faire sur les programmes des autres candidats, puisque je l'ai dit moi-même, nous engageons pour la Guyane et nous allons contre qui que ce soit. Par contre, vous comprendrez que chacun a les mêmes orientations, a les mêmes attentes pour la Guyane. Donc effectivement, ce n'est pas tant sur le contenu, c'est sur la manière dont chacun va mettre en œuvre ce que chacun propose à la population guyanaise. Alors j'ai quand même une petite remarque sur la composition de l'équipe du président Tienlong. Personnellement, je n'aurais pas pris Léon Bertrand dans mon équipe. Très bien, on va en parler tout au long de ce débat. Donc le terme président, ça vous convient, messieurs? Non, mais je suis encore président, donc ça ne me choque pas. Alors, nous n'allons pas vous proposer un listing de thèmes, on vous pose des questions concrètes. Donc, président Budoc, je suis électeur et j'en ai marre de payer des impôts un peu pour tout le monde. Vous dites, sans démagogie, que vous n'allez pas augmenter les impôts malgré tous les projets que vous avez commencé à nous dire là tout à l'heure. Comment vous faites? D'abord, il y a plusieurs sortes d'impôts. Les impôts directs, ce sont des impôts qui vont dans les caisses de l'État. Et il y a les impôts indirects, donc une bonne partie vient dans les caisses des collectivités, notamment l'octroi de mer. Bien. Par ailleurs, la collectivité a un certain nombre de missions. Je prendrai un exemple. Les aérodromes de l'intérieur. Vous avez, c'est une mission à l'intérieur de la collectivité.
Moi, je créerai une structure, société publique, qui va gérer ces aérodromes de l'intérieur pour y mettre non seulement de la sécurité, y mettre également des services, les moyens d'accueil pour que les touristes puissent être dans de meilleures conditions et que les habitants de ces territoires puissent être mieux accueillis dans des conditions plus acceptables. Cette société, pourquoi ? Parce que la collectivité elle-même, pour développer ces aérodromes, n'a pas droit à la défiscalisation, n'a pas droit à un certain nombre d'outils économiques, fiscaux, sociaux, dont pourrait bénéficier une société. Alors que dans ce cas-là, j'envoie cette société gérer. Et avec qui je le fais ? Si des agents de la collectivité souhaitent, sur la base du volontariat, après l'accord qu'on aura passé ensemble, s'intégrer, diriger ces structures, en assurer le fonctionnement, je n'ai pas d'opposition à ce que nous puissions, dans ce cas-là, avoir une structure sans frais supplémentaires importants, mettre en place. Vous pouvez rebondir, messieurs, si ça vous paraît, il y a également si vous voulez rebondir de ce genre. Très bien. Président Canavi, j'ai un CAP d'électricité, je veux monter mon entreprise, il me faut 15 000 € pour mon utilitaire et mon matériel. Problème, aucune banque veut me prêter cet argent. Que faites-vous ? Alors, déjà, notre projet, la position de principe, c'est de dire personne au bord du chemin. Et ce que nous visons, c'est le bien vivre en Guyane. Alors, nous avons prévu une banque de développement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des aides à l'investissement, il n'y a pas d'aide pour le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trésorerie donc pour l'achat des consommables, fournitures, pour payer les salaires. Et donc, souvent, les entreprises n'arrivent pas à créer de la richesse parce qu'elles n'arrivent pas à fonctionner, elles n'ont pas de trésorerie. Donc, nous allons créer une banque de développement qui va pouvoir intervenir au niveau des opérateurs. Et comment vous allez ce que nous avons prévu, c'est également un accompagnement sur 3 ans pour les entreprises au plan technique, administratif et financier. Donc là, vous êtes en train de dire que n'importe quel jeune qui a un projet... Exactement. Accompagnement technique, financier, administratif pour leur permettre justement, par exemple pour ceux qui veulent postuler au marché public, d'être à jour au niveau des obligations sociales et fiscales, puisque souvent on allotit aujourd'hui les marchés, sauf que parfois les entreprises ne peuvent pas candidater parce qu'elles ne sont pas à jour de ces obligations. Donc nous faisons cet accompagnement. Autre point encore concernant l'entreprise, c'est que nous allons permettre l'accès aux fonds européens pour les petites entreprises. Là encore, aujourd'hui, elles n'ont pas l'expertise pour le faire. Et puis, nous pensons aussi à l'immobilier d'entreprise qui permet de réduire les coûts d'investissement, enfin, toutes les charges au lancement. Oui, vous pouvez, alors, vous pouvez, si vous avez des propositions à faire sur la même question, vous pouvez répondre. Hein. Allez-y, Rémi Budoc, vous voulez revenir? Non, j'attends. J'ai une question pour vous. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Allez-y. Oui, non, mais juste sur ce sujet-là, si ce jeune veut par exemple créer son activité et postuler à des marchés de la collectivité, je pense qu'il faut là également adapter les marchés publics pour que ce jeune puisse postuler. Parce qu'aujourd'hui... Mais ça existe déjà, l'allotissement existe déjà, la clause d'insertion il faut aller existe. plus loin parce que ça n'est pas systématiquement mis en place. D'accord. Président, je pense qu'au niveau de la collectivité départementale, le président Tien Long, encore à l'activité, pourra le confirmer. Très bien. Président Tien Long, s'il veut rebondir là-dessus, il n'y a aucun problème. Environnement, COP21, président Tien Long, je suis un électeur et je m'inquiète de savoir si la COP21 va être un frein au développement de notre territoire. Alors, juste avant de vous répondre, dire au président Canavi Allez-y. que le choix de Léon Bertrand est assumé. Donc, c'est un choix qui est assumé pleinement parce que Léon Bertrand m'a toujours soutenu au sein du Conseil général à travers Marie-Thérèse Morel. Je rappelle que j'ai été élu en 2008 avec 18 voix sur 19. Marie-Thérèse Morel, qui était dans le groupe Entente démocratique, a voté pour moi, en concertation avec Léon. En 2011, là encore, 2 tours, 9-9, 3e tour, Hubert Cantou se retire. Si Marie-Thérèse Morel avait voté avec Pierre Désert, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, ce choix est assumé parce que les relations avec Léon sont de longue date. Ça, c'est pour répondre au président Canavi. Très bien. Alors, donc, la question. Voilà. Ensuite, Non, mais ceci dit, ma grand-mère m'a toujours soutenu, ce n'est pas pour autant que je l'aurais mis sur ma liste, hein, soyons clairs. Donc, alors que Léon... Voilà. Donc, effectivement, comme le président Canavi dit, s'il était président de Tien Long, il ne l'aurait pas fait. Mais comme il ne l'est pas, il ne peut pas... Voilà. Allez, Donc, sur la question. Sur la question, la COP21... Voilà. Lorsqu'on entend ce qui se passe, on craint. C'est un frein pour la Guyane. Oui, tout à fait. Dans la façon dont c'est présenté, oui, c'est un frein. Parce qu'ici, on met la charrue avant les bœufs. On parle de protection de l'environnement avant de parler de développement. Et ça, c'est quelque chose, c'est une démarche dans laquelle je ne vais pas rentrer. Si vous prenez le cas de Camopi, Camopi est frappé par 2 peines.
c'est le parc amazonien qui empêche tout développement et toute initiative du maire. Et puis l'arrêté de 70 qui empêche toute mobilité sur cette partie du territoire, même si par ailleurs, sur la partie du bourg, ça a été levé. Pour vous, c'est la Guyane sous cloche? Voilà, ce que je veux dire. Oui, c'est exactement ça. On ne peut pas mettre la Guyane sous cloche. On ne peut pas décider que les gens vont vivre comme Tarzan et Jane ici. Il faut un développement. Je rappelle que d'ailleurs, tout à l'heure, nous allons en parler sans doute. La PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, pour faire le lien avec votre question. Bien sûr. Aujourd'hui, si le législateur, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, a créé ce qu'on appelle le système d'énergie insulaire et a dit que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Corse n'étaient pas concernés par la concurrence, c'est bien pour prendre en compte le retard d'ouvrages de production d'électricité en Guyane. Qu'est-ce que EDF prévoit? Je n'ai pas encore vu la programmation qui est en cours entre l'État et la région. Demain, ce sera la collectivité territoriale de Guyane. Mais ce que je peux vous dire déjà, ce qu'EDF prévoit, et c'est pour ça qu'il était compliqué pour EDF d'embaucher dernièrement par rapport à la grève, c'est que la production et la distribution soient au marché libre, et puis on passe l'aspirateur, c'est ce que je disais, c'est qu'on garde tout ce qui est facturation et suivi après-vente. Ce n'est pas possible. Donc, je dis que la COP21, effectivement, peut être une bonne chose, en intégrant que c'est le développement avant et comment est-ce qu'on protège en ayant ce développement. Attention à votre temps de parole, hein, vous dépassez déjà. Monsieur le Président Budoc, vous parlez beaucoup de sécurité dans votre programme. Moi, j'habite dans un quartier. J'ai un jeune qui vient chez moi, qui m'a déjà volé, qui a volé l'ensemble du lotissement dans lequel j'habite. Il s'est fait arrêter 10 fois. 2 heures après son arrestation, il est toujours dehors. Je me tourne vers l'État, aucune réponse. Vous, dans votre programme, vous parlez de sécurité. Qu'est-ce que vous faites pour me protéger? Alors, je vais vous répondre, mais le président Budoc considère qu'effectivement, il est dommage que Léon Bertrand soit président sur, Budoc. soit sur Décidément, Léon Bertrand est au centre du la débat. liste de M. Tiagnon. Il aurait été mieux sur la liste naturelle. On aurait pu inviter le président Bertrand aussi. La liste naturelle de la droite et du centre que je représente, républicain, UDI, Modem, nous sommes là, voilà. Il y a une question concrète qui vous est posée. Et concrètement, alors, c'est très important. Qu'est-ce que vous faites pour assurer notre sécurité? Je crois qu'aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a la sécurité que l'on doit assurer, il faut renforcer. Mettre en place des systèmes de vidéosurveillance. Je crois que dans les bâtiments nouveaux à construire, il faut renforcer tout ce qui concerne ces contrôles. Pour autant, dans une société telle que la nôtre, je pense qu'il y a aussi la question de l'insertion des jeunes. Je constate souvent, puisqu'on les voit, si vous avez des gamins qui font un peu n'importe quoi, c'est parce que souvent ils n'ont rien à faire. J'étais à Conou-la-Mirande encore l'autre fois, je parlais à un jeune, il me dit oui, mais moi j'ai mon bac, mais je fais rien. Il était là sous le coin pour du chinois. Bon, il me dit j'ai rien à faire, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Eh bien, c'est là où on doit mettre nous en place des structures justement pour permettre à beaucoup de ces jeunes de sortir de la spirale dans laquelle ils sont entraînés. Bien souvent, c'est qu'ils n'ont pas eu de chance, la famille n'a pas les moyens, ça s'est mal passé à l'école. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas exclure. Je pense qu'il faut être humaniste dans ce pays. Même si on a une sécurité que l'on doit renforcer, je pense qu'il faut mettre les moyens pour la sécurité des gens. On ne peut pas. Et là, c'était juste, je le répète encore une fois, le président Canavi me disait tout à l'heure que voilà, je dérivais sur les missions régaliennes de l'État. Je dis non, c'est une question partagée. Et s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de cohésion sociale, et il n'y a pas, dans les quartiers par exemple, une paix sociale. Mais de notre côté, la jeunesse de ce pays doit être prise en main. Je parle, moi, d'un plan Marshall pour la jeunesse en difficulté. Il y a des jeunes qui s'en sortent, ils ont un bac, un BTS. Vous aimez les plans Marshall, hein, mais par contre, président Budoc. Oui, mais c'est pour évoquer l'ampleur des problèmes. C'est ça l'idée. C'est pas simplement pour le plaisir de dire, mais c'est pour évoquer l'ampleur des situations. On va y revenir. Président Canavi, parlons énergie. Je suis inquiet, la centrale de dégradé Cannes va fermer et la population augmente. Comment on va faire? Alors, premièrement, justement, les services de la région et de l'État actuellement ont mal travaillé, surtout ont travaillé en cachette. Et ils n'ont pas associé tous les acteurs de la question, notamment les salariés d'EDF, d'où la grève, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était l'avenir de la centrale thermique de dégradé Cannes. Et puis, ils n'ont pas associé un acteur important, qui est le département, puisque le département a en charge le plan de gestion des déchets non dangereux. Et j'ai pu constater sur un document qui a été émis par la préfecture et la région pendant la grève, qu'il était prévu de produire 8 mégawatts d'électricité à partir des déchets. À partir d'où? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas, puisque le département n'a jamais été associé à ce grand tableau qui a été fait et qui a été communiqué. Ce tableau qui a aussi un autre danger qui montre sur la manière de travailler en cachette, sans concertation, où la méthode consiste en quelque sorte à
faire le paquet, puis le présenter à la population, et puis dire à la population, prononcez-vous, on va faire une enquête publique, c'est la question du barrage, par exemple, puisque les études ont été lancées. Elles avaient été retoquées par Madame Royal. On est revenu encore à la charge et on va lancer des études pour la construction d'un deuxième barrage. Et la population n'a jamais été concertée, consultée sur cette question-là. Donc, en tout cas, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, sur la gestion actuelle de la question de l'énergie, il y a à s'interroger, voire s'inquiéter, parce qu'effectivement, dans un système électrique, il est important d'avoir un moyen thermique pour équilibrer ce système. Surtout si vous avez des énergies renouvelables, parce que ce sont dans bien des cas des énergies aléatoires. Et donc, il faut toujours avoir un moyen technique en cas d'incident, par exemple, pas de vent sur l'éolien, un nuage qui passe sur le solaire. Vous avez un moyen thermique qui permet de démarrer pour éviter que le système ne s'effondre. Même si cela dit, on sait qu'il y a de gros progrès qui sont faits, sur le stockage de l'énergie sur les batteries, par exemple. Vous êtes sur la même lignée, messieurs? Je suis tout à fait d'accord, mais par rapport à la question sur l'insécurité, vous pouvez revenir dessus. Le président Budok disait tout à l'heure qu'il faut donc augmenter la sécurisation des lieux avec des caméras et autres. C'est pas tant le traitement du mal qui est important, c'est empêcher que le mal arrive. Ces jeunes qu'on attrape pratiquement tous les jours à l'aéroport Félix Éboué, tant que ces jeunes n'auront pas d'autres perspectives que l'économie informelle, que le trafic de cocaïne, on ne s'en sortira pas. C'est pas créer plus de douaniers, plus de postes de douaniers, plus de postes de policiers des frontières. C'est comment est-ce qu'on jugule cela? Ça passe par l'économie. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai parlé de nouvelle gouvernance. Et nous, ce que nous prenons, c'est de dire que dans les années 80, au début, le gouvernement socialiste de l'époque avait créé les zones franches. C'est ce qui a permis d'ailleurs qu'à côté de chez moi, à la rénovation urbaine, que la zone Galmo ait pu être créée. Et ça a attiré des entreprises. Le seul problème qu'il y avait, c'est que les exonérations n'étaient pas contrôlées. Zone franche pour nos téléspectateurs, rapidement. Ben, les zones franches, c'est-à-dire que vous êtes exonéré de toute charge. Et quand on veut... Non, contre toute charge. Après, il faudra qu'on négocie avec le gouvernement quelle est la durée. Ce que je dis... encore en zone franche, je crois. Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il nous faut des garde-fous. Lorsque vous êtes exonéré de 100 000 euros d'impôts par an, cette exonération n'est valable que lorsqu'on constate que vous avez utilisé ces 100 000 euros pour la modernisation de votre outil de production, pour la formation de vos agents, ou voire pour les embauches. Donc, on va casser ce phénomène d'insécurité lorsqu'on donnera de nouvelles perspectives. Bien sûr, il faudra toujours des policiers pour tenir ceux qui contreviennent à la loi, mais on ne pourra jamais arrêter ça si l'économie n'est pas rendue. En 20 secondes, Rémi Budok. En 20 secondes, nous étions dans les quartiers. Là, effectivement, il y a aussi ce problème de contrôle à l'aéroport, mais ça veut dire qu'il y a un problème de contrôle aux frontières pour tout ce qui est trafic de drogue et autres illicités qui se passent à nos frontières. Enfin, mais effectivement... le président Budok a été directeur de l'aéroport, il n'a jamais envisagé d'acheter un scanner corporel pour pouvoir... le scanner, c'est un outil qui appartient à l'État, à l'aéroport. Mais vous parliez tout à l'heure des missions régaliennes de l'État. Justement. Moi, président, comme avait dit l'autre, non, mais c'est intéressant parce que la sécurité, c'est un enjeu crucial. Président Budok, s'il vous plaît, 30 secondes. La sécurité, on va y revenir, on a beaucoup de questions. Justement, en termes de sécurité, président Tianlong, moi je suis un artisan, je suis honnête. J'ai créé une entreprise sur les espaces verts. J'essaie de faire correctement mon métier et mon métier est bouffé par les jobbers. Que faites-vous pour moi ? Bien, lorsque j'ai parlé de nouvelle gouvernance, aujourd'hui, il faut que les filières se structurent. Ce n'est pas le cas. Lorsque Shell est venu en Guyane pour l'exploration pétrolière, je me souviens d'une demande qui a été formulée par Shell. C'était de pouvoir acheter en une seule commande, enfin, il y avait plusieurs commandes, mais à chaque commande, c'était 500 barquettes d'œufs, c'était 300 kilos de poisson, c'était 300 kilos de viande, c'était 100 kilos de pastèques. On n'a trouvé aucune organisation qui puisse permettre à Shell d'acheter cela. Effectivement, il y avait ça et là des marchands qui vendaient une barquette d'œufs, 1 kilo mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'a fait Shell? Ils sont partis à Trinidad pour s'approvisionner. Donc, lorsqu'on parle de structuration de filières, c'est pour éviter justement qu'il y ait des fuites, qu'il y ait de l'évasion commerciale. Donc, aujourd'hui, nous prenons l'organisation des filières pour casser l'économie informelle et pour permettre à ce que quand il y a une coopérative, ou tout du moins quand il y a une commande de ce type, que les personnes concernées, les opérateurs, puissent être réactifs. Donc vous luttez contre l'économie informelle. Tout à fait. Faites court, si vous voulez réagir. C'est important par rapport au... Très court, pour les gardes d'enfants, les crèches,
on voit qu'il n'y a que 9% de structures légales, 91% en situation illégale. Il est important d'accompagner justement ces structures illégales pour pouvoir avoir dans ce secteur des crèches, de la garde d'enfants, des personnes qui soient dans la légalité. On me parle, les spécialistes, les professionnels du secteur, de près de 2000 emplois possibles dans ce domaine-là. Eh bien, je pense qu'il faut accompagner ce vivier justement d'emplois dans un secteur largement informel qu'il faut aujourd'hui rendre beaucoup plus régulier et légal pour que les enfants soient gardés dans d'excellentes conditions. Très bien. Président Canavi, comment allez-vous faire pour que l'État paye des impôts fonciers sur le domaine qu'il occupe? Comment faire? Alors, je pense que la question a été avancée, mais il faut faire attention parce que l'État, c'est aussi bien au titre de l'exploration pétrolière, l'État jusqu'à présent a toujours une longueur d'avance. Je vais prendre 2 exemples. Le parc amazonien, c'est une structure qui est exonérée d'impôts, 3 600 000 hectares exonérés d'impôts. La forêt aménagée, 2 millions d'hectares, je ne sais pas si ce n'est pas plus à présent, donc gérés par l'ONF, qui ne sont pas soumis à l'impôt foncier. Donc on voit bien que c'est une bataille quelque part juridique qu'il va falloir mener pour contraindre l'État de payer sur le foncier non bâti. Mais si nous sommes en train de parler de fiscalisation, je pense que c'est une thématique beaucoup plus large. Il y a un travail qui a déjà été fait par le département sur l'élargissement des bases fiscales. Je pense qu'il y a un deuxième travail qui, à mon avis, est important, c'est celui de l'accès à la citoyenneté. Nous avons aujourd'hui des milliers de personnes qui sont invisibles. Et le simple fait de permettre à ces personnes d'émerger, de leur donner accès à la citoyenneté, les place en situation de contribuables. Et je pense que ces personnes-là, dans la mesure où elles ont des services qui sont fournis par la société, l'école, l'éducation, la santé, l'activité, je pense que ces gens, ces personnes qui sont aujourd'hui invisibles, seraient prêtes à payer l'impôt. Il y a un autre sujet sur lequel nous devons intervenir aussi, c'est ce que j'appelle la fiscalisation du spatial. Non pas la fiscalisation en direct, puisque la France a signé des accords internationaux. Mais je pense que la Guyane doit bénéficier de contreparties par rapport à ces accords qui sont pris. Parce que quand il s'agit de faire la solidarité vis-à-vis de l'ensemble national, les DOM sont concernés et nous payons. Mais quand il s'agit de faire la solidarité vis-à-vis des DOM, là, il n'y a plus personne. Si je prends le carburant, nous sommes soumis aux normes européennes, mais c'est nous qui devons nous débrouiller pour payer le carburant au prix fort à la SARA. Et donc, s'agissant de la fiscalisation du spatial, la fusée, les satellites sont exonérés d'octroi de mer, ça représente un manque à gagner pour le territoire, et je pense que la solidarité nationale devrait jouer dans ce sens-là. D'accord. Président Budoc, le calendrier scolaire est calqué sur celui de la métropole qui a été construit en grande partie sur des motifs touristiques. Est-il nécessaire en Guyane d'avoir 2 mois de vacances d'été, sachant qu'une grande partie de la population n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants en vacances? C'est un vrai sujet qu'il faut négocier avec l'éducation nationale. J'étais il n'y a pas longtemps en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, pour le Conseil économique. Et je vois que le calendrier est adapté aux réalités de ces territoires. Donc je pense que là, c'est un vrai sujet qui est sensible, parce que vous avez aussi... Vous allez le mettre en œuvre? Il faut en discuter avec l'ensemble, là encore, vous savez, dans ces domaines qui impliquent les décideurs publics, les personnels enseignants, les parents d'élèves et autres, je pense qu'il y a une vraie discussion. Pour autant, c'est vrai que nous aussi, on a notre calendrier. Bon, est-ce que vous allez changer la période du carnaval, par exemple? Bon, ben, c'est à cette période-là, vous n'allez pas le mettre pendant les grandes vacances. Donc, je crois que c'est un vrai sujet. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je vais donner une réponse précise là-dessus, parce que la CTG n'est pas forcément le partenaire direct de cela, mais nous gérons les établissements. Non, mais attendez, nous gérons les établissements, mais l'éducation nationale et l'ensemble des partenaires doivent être impliqués pour qu'il y ait une vraie discussion et trouver une réponse à ça. Oui, parce que Florentine Edouard, qui est présidente de l'ONAG et qui est numéro 2 sur la section de Cayenne, dit, s'agissant de la France et par rapport aux autochtones, ils nous ont trouvés là, c'est à eux de s'adapter à nous. Et c'est une revendication qui est très ancienne, ce que vous dites là, et je crois qu'elle venait même de M. Jacques Lony. Et je voudrais signaler 2 faits. Le premier, c'est qu'effectivement, notamment dans les communes de l'intérieur, il y a une pratique qui est la bâtie, et donc pendant la saison beau temps, mais toutes les ressources sont nécessaires, y compris l'activité des enfants. Donc en plus, c'est le mois le plus chaud. Le mois d'octobre est le mois le plus chaud, on le voit actuellement, même en novembre il a fait chaud, donc il y a un intérêt à décaler la rentrée. Sauf que ça posait problème, les enseignants ils doivent s'adapter, sauf que ça posait problème pour les jeunes qui devaient s'inscrire à l'université. Or, nous avons l'université de Guyane aujourd'hui, et il me semble que moi, en tout cas,
je suis partisan que non seulement la rentrée soit décalée pour pouvoir s'adapter, mais qu'on puisse, en fonction des territoires, adapter la rentrée de façon à ce que, par rapport aux pratiques agricoles ou autres, on puisse la rentrer. Et je pense qu'il y a un dernier intérêt, c'est qu'un élève, parce que dans mon programme, je prévois donc une circulation des hommes sur tous les territoires, un élève qui, pour des raisons de maladie ou autre, aurait raté sa rentrée sur un territoire donné, qui puisse bénéficier d'une rentrée décalée. Une réaction d'Alain Tianlong. Eh bien non, comme vient de le dire le président Canavi, c'est que lorsque cette demande, lorsque cette adaptation par rapport au calendrier national a été mise en œuvre, c'était par rapport au fait que les étudiants qui terminaient au mois d'août, puisque moi-même je me souviens que j'ai eu mon bac en août, le 16 août. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes en vacances. L'école, je me souviens même, je parle sur le contrôle de Fabien, qui est plus âgé que moi, du président Canavi plutôt, qui est beaucoup plus âgé que moi. Il me semble plus mûr. Voilà, beaucoup plus mûr. Il me semble même que nous sommes même déjà rentrés au mois de novembre. Oui. Voilà, et il y avait pas classe le jeudi à l'époque. Après la fête de Cayenne. Exactement. Pourquoi je dis ça? Et comme l'a dit le président Canavi, nous sommes dans une... Donc, il n'y a pas d'été ici, M. Farouquin, c'est une période de beau temps. Donc, nous sommes ici sur des périodes à l'appli qui est beau temps. Et là, effectivement, je suis d'avis qu'il faut, maintenant que nous avons cet outil qui est l'université, revenir à ce que nous avions avant. Donc, nous sommes Là, ce n'est pas le progrès, là. C'est la régression. Et aujourd'hui, nous demandons à revenir. Et ça ne gêne pas, tous mes collègues qui sont enseignants, quand ils sont mutés, notamment à Mayotte ou autre, eh bien, on suit le calendrier, ça ne gêne pas. Hein, les mutations, ils arrivent au mois puisqu'il me semble que les vacances, c'est au mois de janvier, enfin, c'est en fin d'année, ce qui ne correspond pas. Mais cela ne gêne pas les mobilités en termes de mobilité administrative. Très bien. Rapidement, j'ai une autre question pour le président Tianlong. Très rapidement, je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ouais. Malgré tout, il faut voir que les étudiants que nous avons ici, effectivement, par rapport à tout ce qu'on a dit, je peux adhérer. Par ailleurs, s'ils vont faire des études ailleurs, il faut aussi qu'ils soient adaptés par rapport aux calendriers nationaux, voire européens, voire internationaux. Donc il y a un travail de fond à faire, mais la porte n'est pas fermée, bien évidemment. Très bien, j'imagine que tout le monde voudra rebondir sur cette question également. Président Tianlong, sur le carburant. Pourquoi il y a autant de différences avec les Antilles? Eh bien, je pense que nous avons eu des débats. Enfin, nous sommes collègues toujours, puisque le président n'est pas encore élu. Donc, le président Canavi et... Vous pourrez être de futurs collègues aussi. Voilà, non, mais c'est oui, tout à fait. Donc là, nous sommes battus au mois de... Donc, c'était en 2008. Et nous avons toujours considéré que nous pouvions aller ailleurs prendre du carburant. Donc, et ça, je parle encore sous le contrôle du collègue Canavi qui suit le dossier, puisqu'il a la délégation de tout ce qui est environnement et développement durable. Et là, effectivement, il me semble que certains pays de la zone sont aujourd'hui aux normes européennes. Sauf que aujourd'hui, on nous sert donc les normes qui est du protectionnisme déguisé, mais ça dans tous les domaines. Et ça, je le dis assez souvent, sur le Maroni, nous avons une forte évasion commerciale. C'est le fait que tout le monde va acheter des produits, même de construction, au Suriname. Cela ne me pose pas problème. Je dis toujours que ce sont les habitudes qu'il faut encadrer. Donc demain, si nous sommes là, et ces matériaux qui sont utilisés ne sont pas estampillés Europe. L'Europe n'a pas le monopole de la sécurité des produits. Et ça doit nous permettre d'aller vers une réclamation auprès du gouvernement pour qu'on s'approvisionne dans notre région afin de réduire les coûts. Cela dit, s'il y avait une route d'accès, peut-être que les matériaux de construction seraient moins pris à l'extérieur et plutôt à l'intérieur du territoire. Bon, en tout cas, pour ce qui est du carburant, je pense que sur Saint-Laurent, il faut un véritable port pétrolier, industriel, justement dans cette perspective avec le Suriname, alors qu'aujourd'hui n'a que du gasoil, hein, il n'y a pas d'essence aux normes, le gasoil. Et encore, alors ils ont encore changé la norme qui est passée de 5 à 6, je sais Euro pas. 6. Bon, 0,6. Voilà, Euro 6. Euro 6. C'était Euro 5, c'était bien, après c'est passé à Euro 6. Donc à chaque fois, c'est le jeu de saute-mouton. Il y a toujours un élément pour bloquer. Mais à terme, il faut qu'on puisse récupérer du carburant du Suriname et faire de la zone de Saint-Laurent, justement, cette zone tampon industrielle, pétrolière, qui puisse desservir tout l'ouest jusqu'à la région de Sinamari, Irakubo. Président Canavi, pour les populations autochtones, il y a récemment une mission interparlementaire qui est arrivée en grande pompe, étudier le suicide des Amérindiens. Pourquoi toujours ces missions externes à la Guyane? Et comment se fait-il qu'on n'ait pas eu communication de ce rapport qui, soi-disant, a déjà été rédigé?
tout cas, moi, ils sont passés, je n'ai pas vu ce rapport-là, enfin, je n'ai pas eu communication de ce rapport, mais moi, je fais référence à ce qu'a dit René Monerville, l'ancien maire de Kamoupi. Personne n'est mieux placé que les Amérindiens pour régler les problèmes qui sont liés au suicide. Donc vous n'êtes pas d'accord. Mais je voudrais rajouter une chose. Qu'est-ce que vous feriez? En tant que président, l'analyse que je fais, moi, c'est qu'il y a un choc des cultures. On ne peut pas avoir parqué, c'est un petit parc qui ne dit pas son nom, les populations, parce qu'elles ont été rassemblées, il faut le savoir, même sur la côte. Donc on a formé des villages, on a regroupé des villages, et j'ai vu ça aussi également au Gabon. Donc on a regroupé des populations, donc on a quelque part modifié les modes de vie. Et on a continué encore, ça s'est fait dans les années 50. On a mis une couche supplémentaire avec le RMI, au nom de l'égalité, avec le RMI, donc dans les années 90, où là, on a quelque part accentué la dépendance. Quand vous parquez les personnes pour des motifs nobles, des motifs sanitaires, vous augmentez les personnes sur un site, vous augmentez la pression de chasse, vous augmentez la pression de pêche, et par conséquent le gibier se raréfie, et donc les gens sont de plus en plus dépendants des allocations. Mais comme ils sont plus habitués à du troc qu'à des échanges monétaires, ce sont des gens qui se font plumer, exploiter, ils n'arrivent pas à gérer le budget, et ce drame-là conduit à toutes ces manifestations qu'on voit, alcoolisme et suicide, et je pense que remettre du développement dans ces territoires, pour moi, permettre l'accès à une véritable éducation, conserver la culture, conserver les traditions, à mon avis, permettra de conserver un équilibre entre la tradition et la modernité. En tant que président, je veillerai à ça. C'est important la culturation, président Tiennon, que ce soit pour les Amérindiens ou pour les Bushinengués, on se rend compte, parce qu'on en rencontre, de la violence que ça représente pour eux, d'abandonner leur langue maternelle pour apprendre finalement une langue étrangère. Et on se rend compte que l'échec scolaire de ces populations, notamment, il est dû à ça, à cette violence. Pourquoi il n'y a pas au départ cette valorisation de leur langue, et puis le fait peut-être d'apprendre le français comme première langue étrangère? En tant que président de la CTG, comme vous allez avoir un peu la main aussi là-dessus, qu'est-ce que vous comptez faire? Déjà, le fait coutumier n'est pas reconnu par la France. Ça, c'est un premier problème. Nous avons un conseil consultatif qui sera adossé à cette collectivité, des représentations population noire, marron et amérindienne. C'est une consultation. Aujourd'hui, cela me fait rire quand j'entends qu'il y a des psychologues. Le suicide, ce n'est pas une pathologie. Ce n'est pas un virus qui attrape les jeunes et se suicide. C'est un cheminement de personnes qui sont désocialisées, qui n'ont pas de repères et qui se sentent abandonnées et qui se sentent inutiles. C'est notre rapport à la mort aussi. Voilà, que ce soit pour des raisons d'ordre sentimental, familial ou social. C'est le même cheminement. Comme je suis un ou une bonne à rien, je vais me foutre une balle parce que je n'ai pas de perspective. C'est comme ça. Donc, je vous parlais tout à l'heure de 2 contraintes. Tant qu'on ne va pas lever ces contraintes, j'ai l'exemple très rapidement d'une jeune qui a sollicité le conseil général pour la mise en place d'un restaurant sur Kamoupi, puisqu'il n'y en a pas. Lorsque nous avons lancé les études de faisabilité, elle ne pouvait pas faire ce restaurant pour 2 raisons. Parce qu'elle n'aurait pas eu de clients. Et deuxième raison, parce que la chaîne du foie étant interrompue à partir de 22h, l'agrément du service vétérinaire ne pouvait pas être donné. Donc ça, ce ne sont pas des éléments, ce ne sont pas des fatalités, ce ne sont pas des éléments métaphysiques. Il suffit qu'il y ait une orientation prise par l'État partenaire et nous-mêmes pour lever ces contraintes, pour permettre... le faire, vous, nous allons, et c'est pour ça que nous appelons notre liste pour une Guyane audacieuse, nous allons mettre en œuvre cette audace pour réclamer à l'État que ces contraintes soient levées. Une réaction de Rémi Budoc et une question pour vous juste après. Je reste sur cette question. C'est la question aussi du lien social. On parle de Kamoupi, restons sur Kamoupi. Quand le maire me dit de 3 Sceaux, il me faudrait un internat à Kamoupi pour les gens de 3 Sceaux, un internat à Saint-Georges pour ceux de Kamoupi et des structures sur Cayenne pour Kamoupi et 3 Sceaux. On voit bien là qu'il y a une question de lien social. Il y a cette volonté d'avoir justement une harmonisation et une volonté de s'intégrer, d'aller au plus haut niveau. Alors, quand on me dit, mais quand est-ce qu'on aura un Amérindien qui sera au même niveau que Malouda ou que Malia Metela? Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a cette question de lien social qu'il faut renforcer vis-à-vis de ces populations. Et ça passe, on revient au même sujet, par les infrastructures, la communication, l'éducation, les structures de formation sur place, etc. On rappelle que l'Est, c'est pas simple. Entre 3 Sceaux et Saint-Georges, c'est combien? Là, aujourd'hui, c'est 5 jours de pirogue. 5 jours de pirogue. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Quand il y a d'eau, c'est 1 jour. Et quand il y a un peu d'eau, c'est 2 jours. C'était bien de le savoir parce que tous les Guyanais ne vont pas à 3 Sceaux. Je voudrais juste citer un exemple parce que j'ai participé aux travaux sur le schéma régional de l'organisation sanitaire et sociale. J'avais
reporter, en quelque sorte, ou rapporter un fait qui m'avait été donné, c'est que les jeunes femmes amérindiennes à Camopi qui sont sur le point d'accoucher se cachent parce qu'elles souhaitent accoucher à Camopi, pour que tous les rituels qui tournent autour de la naissance soient faits. Or, elles se font engueuler, passez-moi l'expression, parce que bon, vous avez un personnel médical, en tout cas, qui est là, et ces personnes sont évacuées à Cayenne, elles se retrouvent seules, elles accouchent seules, les rites qui ont trait à la naissance ne sont pas faits, nous on enterre bien le nombril, d'accord, au pied d'un arbre, ces rites qui gravitent autour de ça ne sont pas faits, et donc il y a quelque part une coupure de ce lien avec la famille qui est fait. Donc vous voyez que cette violence, elle se situe à tous les niveaux. Président Budoc, ça va être quoi le drapeau de la Guyane? Le drapeau qui flotte au Conseil général du président Tien Long ou celui qu'on a vu également au Jardin botanique, site du Conseil général? Quel drapeau? Ça va être quoi notre drapeau? Le drapeau de la France ou celui de la Guyane avec l'étoile rouge? Alors, nous sommes dans la République française, ce drapeau français devra flotter, devra pavoiser, mais je pense qu'il faudra un drapeau guyanais, c'est évident. Je vous rappelle que dans notre... Soyez clair là-dessus. Je pense, dites-nous, c'est quoi votre drapeau à vous, président Budoc? Dans notre programme régional de 2004, vous le républicain, nous avions proposé qu'il y ait un drapeau guyanais. Et je ne départis pas de cela. Je pense qu'il faut un drapeau qui représente cette collectivité territoriale. Dans votre cœur, quel est votre drapeau, président Budoc? Dans mon cœur, mon drapeau. Le premier drapeau. Mon premier drapeau, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais en tout état de cause, je pense que la Guyane doit avoir, la collectivité territoriale doit avoir aussi son drapeau qui pavoise sur l'ensemble des établissements publics et des structures publiques. Président Canavi, à vous écouter, vous, ainsi que les autres candidats, maintenant que vous êtes élus, c'est très bien, tout le monde parle de formation adaptée aux besoins du pays. Moi, j'ai l'impression que naïvement, on souhaite faire de notre jeunesse des mineurs, des pêcheurs, des bûcherons, et qu'on n'a pas d'ambition pour eux. Et quand on parle de ça, il y a des expériences qui ont été faites ici de formation qui ont dû être fermées faute de candidats. Donc, est-ce que ces formations liées aux besoins, enfin aux ressources endogènes, pardon, c'était mon propos, du pays sont la panacée pour éviter l'échec scolaire? Vous connaissez Karim Robot? Non. C'est le seul géologue guyanais. Donc dans les métiers de la mine, il y a tout type de métiers. Depuis l'opérateur sur la lance, jusqu'au géologue, jusqu'à l'ingénieur avec des études très poussées. On a parlé du pétrole. Et je me souviens que le PDG de Shell disait que pour qu'un soudeur ait la qualification pétrole, c'est 5 années de formation. D'accord? Dans le pétrole, sur la plateforme, c'est des salaires, les ouvriers, sur les plateformes pétrolières, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le pétrole en Guyane, vu le cours actuel, c'est 60 000 $ par an. Un ouvrier. En fait, il faut être costaud, il faut accepter de travailler 12 heures par jour sur une plateforme en mer, interdiction de fumer, des règles très strictes, mais c'est 60 000 $ par jour, et c'est des cycles par an, 28 jours de travail, 28 jours de repos. Donc, ce sont des gens qui ont quasiment 6 mois de congé. Donc, sur une filière... Voilà, donc sur une filière, que ce soit le bois, la pêche, toutes les filières que nous avons mis en avant, il y a des métiers pour tout le monde, pour tous les niveaux de compétences. Une réaction président Budoc. Très rapidement, Shonen Jeune, ingénieur, chimie, environnement, Institut Pasteur fermé, CNES fermé, elle a essayé de monter sa boîte, elle a eu un financement du CNES pour faire les études, on lui a dit qu'il n'y a pas le marché. Voilà une jeune ingénieure, docteur en chimie, guyanaise, qui galère. Alors finalement, elle a trouvé quelque chose en attendant, mais je trouve qu'effectivement, il faut qu'on puisse, les structures qui existent et qui embauchent des personnes de haut niveau, il faut donner cette priorité à ces jeunes-là. Une trentaine d'années, formée, elle rentre au pays avec des perspectives de repartir parce qu'on ne lui donne pas sa chance. C'est pourquoi je propose qu'il y ait une transparence dans le domaine de l'emploi. Pôle emploi, l'État et la collectivité devront travailler là-dessus parce qu'il y a des postes, mais ces postes-là sont trustés, pistonnés. Et moi, je pense qu'il faut une meilleure transparence dans ce domaine pour que ces jeunes, je pense que les collègues ici présidents en connaissent énormément, des gens qui sont très diplômés, ils ne peuvent pas travailler parce qu'on leur dit vous avez trop de diplômes. J'imagine alors qu'il y a des plein postes. d'exemples. Voilà. J'imagine qu'il y a plein d'exemples. Président Tien Long, vous parlez de modèle guyanais. Ça veut dire quoi? Que les emplois, c'est pour les Guyanais, les privilégiés, des gens comme nous, préférence locale. Ça veut dire quoi, le modèle guyanais? C'est un modèle qui ne se base pas selon ce qui se fait en France. Ces emplois, c'est pour qui? C'est pour tous ceux qui ont décidé de vivre ici. Moi-même, je suis fils d'immigrés.
Donc vous comprendrez bien qu'à un moment donné, l'histoire de ces enfants qui sont nés de parents étrangers aujourd'hui, c'était mon histoire, c'est l'histoire de mes parents. Je l'ai rappelé, mon grand-père est chinois, paternel, ma grand-mère est de la Dominique. Mes deux grands-parents du côté de ma mère sont Saint-Luciens. Donc lorsque nous parlons du modèle guyanais, c'est cette authenticité. Quelqu'un m'avait invité dans un colloque sur l'immigration chinoise. Je ne suis pas allé. Cette personne m'a rencontré dans la rue, elle était fâchée. Elle me dit, Alain, tu es l'exemple même de l'intégration chinoise. Je lui ai dit que j'étais pas chinois. Je suis guyanais. Je ne suis pas Saint-Lucien, je suis guyanais. Je ne suis pas dominicain non plus, je suis guyanais. Par contre, j'ai des attributs de toutes ces origines qui me permettent d'être ce que je suis aujourd'hui. On parlait du drapeau tout à l'heure. Bien sûr. Lorsque la Bretagne, il y a une ville de Bretagne qui était en finale de la Coupe de France en 2009. Je me souviens que j'étais à Paris. Lorient, j'oublie. J'étais à Paris dans un taxi. J'entends France Info qui dit que le match sera retransmis en langue bretonne. Ça n'a choqué personne. Lorsqu'il s'est agi de mettre la plaque d'immatriculation sur les voitures, c'était les régions qui devaient le mettre, la Bretagne a choisi le drapeau breton. Je vous invite à vérifier. Aujourd'hui, cette partie de la France ne pose pas des problèmes de séparation, de séparatisme. Cette partie s'exprime avec son authenticité. C'est ça les Bretons. Ce que veut dire par là que je retiens une phrase de M. Sarkozy, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Il a dit quelque chose, quand c'est bon, je dis que c'est bon. Non, c'est de façon verbale uniquement. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Et en Guyane, on doit prendre en compte toute cette diversité et faire la Guyane. Si nous étions tous pareils, on serait tous ici aujourd'hui en prison, et je vais vous dire pourquoi. Vous nous faites peur là. Non, mais je vous le dis, et je vais vous dire pourquoi. Dites-nous. Avec l'état d'urgence, nous aurions tous les mêmes empreintes digitales. Donc on nous ramasserait tous, parce qu'on aurait les mêmes empreintes que ceux qui ont semé le deuil et la désolation sur Paris. Donc c'est de ça que je parle. Donc aujourd'hui le modèle guyanais, c'est l'expression de cette authenticité. Je ne prends qu'un seul exemple pour terminer. Allez-y. En Guyane, et tout le monde va comprendre ce que je dis, nous avons une qualité. On aime trop dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Ici en Guyane, et ça, nous ne portons personne en haut. Nous ne mettons aucun prophète à la tête de ce pays. C'est valable pour moi, c'est valable pour les autres présidents. Quand quelqu'un devient champion olympique, champion du monde ou président, comme c'est le cas de nous trois ce soir. Vous êtes président. Voilà. Eh bien, on vous fait un vidé et n'en réclamez pas deux. Il n'y a pas de séance d'autographe ici en Guyane. Et ça, c'est une qualité qui nous empêche de tomber dans le fanatisme. Monsieur le Président Budoc, décidément. Moi, j'ai 6 ans et je vois mes parents expulsés de la maison dans laquelle je suis né. Et après coup, je me rends compte, parce que mon père m'explique, qu'il a acheté cette maison. Et je l'entends dire aux forces de l'ordre qu'il a payé des impôts sur cette maison, mais que finalement, on est une bande de squatteurs. Pourquoi j'ai pas le droit de vivre sur la terre dans laquelle je suis né? Il y a un vrai problème. Alors que la Guyane est grande. J'ai suivi cette affaire. Alors, dans le cas de figure qui nous occupe, d'abord, il y a la question... Que faites-vous pour nous, Monsieur le Président? Pour la famille? Oui. Déjà les reloger, parce que bon... Les reloger où? Un enfant de 6 ans... Une semaine à l'hôtel. Il y a des structures sociales qui devraient pouvoir le faire, je suis désolé. Hein, on revient à la question des opérateurs immobiliers publics. Je pense qu'il faut les loger sans délai, ça c'est la première des choses. Et comme on disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de structures qu'il faut régulariser. Comme disait le président Canavi tout à l'heure, des gens qui seraient, vous avez utilisé un terme, mis dans une situation de légalité, eh bien, accepteraient bien de payer ses impôts. J'ai entendu ce père de famille effondré, complètement catastrophé, se retrouvant d'ailleurs dans une situation complètement catastrophique. C'est inadmissible. Mais voilà un cas de figure où si on avait fait le job en disant que ces personnes-là se retrouvaient dans une situation de légalité, payant déjà effectivement des impôts, eh bien on n'aurait pas cette situation catastrophique d'aujourd'hui. Très bien, Président. Je pense qu'il y a deux sujets, hormis la faillite des sociétés, des bailleurs sociaux. Le premier, c'est l'occupation des terrains privés. Je pense que moi, président, je déverrouille le foncier et je permets l'autoconstruction, parce que ça permet non seulement de loger les personnes à bon compte, de façon organisée, ça ouvre des filières, notamment je pense à la brique en terre crue, le bois. Construire, vous les accordez. Mais sur des terrains qui sont ouverts, c'est-à-dire qui ne sont pas des terrains de privés. Et j'organise, parce que ça va pas être tout près de la ville, j'organise le transport aussi, parce que c'est en lien. On voit bien que tous ces squats-là, ils sont en périphérie des villes. Le sujet important, j'aurais bien aimé entendre le président Tianlong sur cette question également.
Sur la question des squats, eh bien, la question des squats ne peut être réglée que si on permet effectivement aux personnes de devenir propriétaires. Je rappelle, et je parle sous le contrôle encore du président Canavi, même si deux présidents ne peuvent pas siéger dans une même assemblée. Mais en tout cas, nous sommes en situation de président ce soir. Voilà. Donc, je rappelle que Apatou est une commune qui est particulière, parce que tout le foncier d'Apatou est propriété du département. Qu'avons-nous fait? Je dis nous parce que là, c'est une délibération. Nous avons transféré près de 2000 hectares dernièrement à la commune d'Apatou pour pouvoir lui permettre de pouvoir régler les problèmes d'occupation justement. Et dernièrement, c'est un dossier que suit M. Canavi. Nous avons même autorisé des opérateurs miniers à explorer, à faire de la recherche d'or sur des terrains qui nous appartiennent. Ce que nous faisons aujourd'hui avec ce qui nous appartient en tant que collectivité, nous allons décliner cela demain au sein de cette CTG. Le temps passe vite. Alors, Cours. On parlait de Camopi tout à l'heure. Quand vous voyez qu'à Camopi, comment vous allez demander aux habitants de là-bas d'acheter du foncier alors qu'ils n'en ont pas les moyens, alors qu'on voit qu'il y a énormément de gens qui viennent là-bas, qui prélèvent des animaux et autres diverses pour aller vendre dans le cadre d'un commerce, alors que les habitants du coin, dès qu'ils touchent quelque chose, c'est pas normal, on est dans le parc, etc. Donc je pense qu'effectivement, il y a une vraie difficulté d'accès au foncier, et quelquefois, il ne faut pas hésiter à ce que ce foncier soit gratuit pour certaines populations qui aujourd'hui n'ont pas les moyens. C'est une proposition. Président Canavi, comment vous allez gérer les postes doublons? Conseil général, conseil régional, chacun y est allé de sa petite méthode, et vous, votre méthode? Alors, on va d'abord voir que les doublons portent sur les fonctions support. Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'assistante sociale à l'ex-région. D'accord? Donc, les assistants sociaux ne sont pas concernés par le rapprochement des deux collectivités. Donc, les doublons existent sur les fonctions support, système d'information, marché, finances, ressources humaines, on peut dire affaires scolaires, même si aujourd'hui le département gère les lycées et la région, les collèges et la région des lycées. Donc sur ces services-là, je pense qu'il faut identifier les personnes, identifier les carrières, voir quels sont les profils des personnes qui sont en responsabilité, et puis progressivement voir comment on peut organiser les responsabilités. Et ce d'autant plus que moi, président, pour la 3e fois, je mets en place une administration de la CTG à l'ouest, à Saint-Laurent. Il faut une administration, très rapidement, une administration de la CTG à Maripasoula. Parce que les gens, Maripasoula, dans 10 ans, c'est 50 000 habitants, et les gens ne vont pas prendre l'avion pour faire des formalités administratives. Donc c'est l'administration qui doit se déplacer au point des gens. Donc on voit bien que la CTG, très rapidement, aura un pôle, comment dirais-je, un pôle Île-de-Cayenne et un pôle ouest qui sera le pendant du pôle Île-de-Cayenne. Donc pour moi, il y aura de quoi placer des personnes en responsabilité, et je pense même aussi, et c'est ce que nous avons étudié au niveau de notre liste, c'est en lien avec les communes, en lien avec les communes, les intercommunalités, faire des personnels aller travailler quelque part en assistance technique sur des collectivités. Avant la dernière question de Farouk, et explorer aussi de nouveaux domaines de la collectivité qui ne sont pas occupés actuellement. Une petite réaction du président Budoc. Sur cette question, dans les 6 mois, je passe un accord avec les partenaires sociaux de la CTG pour, je le dis différemment, réadministrer le territoire. Je prends un exemple. À Papaïcheton, vous avez un agent de la mission locale qui vient le mardi, je crois, pendant quelques heures pour assurer une permanence. Je pense qu'il faut un agent permanent au quotidien pour pouvoir traiter des problèmes de manière sérieuse, concrète. Et la CTG peut avoir des personnes en détachement sur la base du volontariat qui accepteraient, surtout si en plus ils sont de cette région, de cette commune, de pouvoir travailler là. Donc je pense que la réadministration du territoire sur la base des missions de la CTG, en partenariat quelquefois avec l'État, puisqu'il y en a, eh bien ça fait partie aussi des projets qu'il faudra discuter avec les agents pour pouvoir mettre. Mais moi, comme je le dis, il y a du travail pour tout le monde. Messieurs, on me dit en régie que vous êtes dans un équilibre total au niveau du temps de parole. C'est parfait. Farouk Amri a une dernière question pour vous trois. Alors, très rapide et très simple. Quel montant vous estimez nécessaire pour opérer un rattrapage structurel de la Guyane par rapport aux autres régions françaises? Juste un chiffre, Président Tienlong. Eh bien, aujourd'hui, c'est le montant qui correspond au delta qui donc frappe donc la compensation, qui touche toutes les compensations que nous attendons.
Aujourd'hui, si je prends le cas du RSA, nous prenons sur les fonds du département pour combler à hauteur de près de 30 millions d'euros ce que l'État doit nous donner chaque année. Ça, c'est un problème, d'où le courrier du préfet au gouvernement. Donc, si je dois vous parler, en gros, je ne parle même pas de rattrapage. Je parle même pas de rattrapage. Je parle d'aménagement et donc de couverture numérique et autres. Il nous faudra sans doute le triple de ce que nous avons aujourd'hui au vu des difficultés qui sont les nôtres. C'est-à-dire le budget de département, c'est 431 millions d'euros. Celui de la région, près de 160 millions, ça fait 691 millions d'euros demain. Eh bien, vous multipliez ça par 3. 2 milliards 100. Voilà. Ok, monsieur Budoc. Je pense qu'aujourd'hui, sur la partie infrastructurelle, la partie infrastructurelle, route essentiellement, je pense qu'il faut déjà au moins 1,5 milliard. 1,5 milliard. Et cela dit, non mais bon, c'est vrai que c'est M. Canavi qui n'a pas beaucoup de temps. Non, voilà, mais 1,5 milliard. Mais je rappelle quand même que le gouvernement ne peut pas se dédouaner de ses promesses non tenues, parc d'avenir, parc de développement, etc. On n'a pas abordé cette question. Alors là, En fait, c'est M. Canavi qui a plus de temps. Il faut donner un chiffre maintenant. Gilles Bernard, c'est quelque chose là sur les Vous avez promesses. plus de temps. Vous avez plus de temps. Président Budoc. Un chiffre. Je pense que 3 milliards à 3,5 millions d'euros. 3 milliards. 3 milliards à 3 millions 5. 3 milliards à 3,5 milliards 3 milliards d'euros, 5, d'accord. c'est le minimum. Quand on regarde, je suis désolé, mais on peut faire des comparaisons. La Réunion, sur les 10 dernières années, a eu 3 milliards entre le creusement de l'île pour faire basculer les eaux, la route du littoral et autres projets. Je parle d'investissement. Mais il faut, Président Tchénon, il faut investir pour justement que les entreprises puissent être créées, pour qu'on puisse créer des emplois et pouvoir assurer le fonctionnement. Président Budoc. Rapidement, je fais mien les chiffres qui ont été donnés, mais je pense qu'il faut être dans une autre logique. Il faut sortir de la logique de rattrapage. Il faut qu'on soit, nous, dans notre pays, et qu'on fasse ce qu'on a à faire pour le bien-être des personnes. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, messieurs, on vous offre 1 minute chacun pour nous dire pourquoi vous êtes le meilleur candidat. Et on va commencer par le président Canavi. Eh bien, cher président Budoc, cher président Tchénon, je suis le meilleur parce que Vous avez 40 secondes. J'ai une liste avec moi, j'ai des hommes et des femmes qui sont compétents, qui rayonnent et qui sont nouveaux. Donc je fais une nouvelle offre politique. Je suis encore là, mais pas pour longtemps. Et je veux que les choses changent et avec cette nouvelle offre politique pour permettre à ces jeunes, ces femmes aussi, sur ma liste, j'ai 4 nouveaux, dont 3 femmes qui sont têtes de section, qui ne sont pas encartées dans un parti et qui, je l'espère, seront élus pour offrir ce nouveau visage, ce nouvel allant à la société guyanaise. Très bien, président Budoc, dites-nous pourquoi vous êtes le meilleur candidat. Mes chers présidents, je suis le meilleur candidat parce que j'ai la force pour bâtir la Guyane. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ces jeunes que nous avons mis sur notre liste, qui également ne sont pas encartés et qui en veulent, et qui ne sont pas aujourd'hui maires, présidents de communautés de communes et qui viennent encore aller dans la collectivité. Laissez passer la jeunesse de ce pays, laissez un peu les places pour ceux et celles qui aujourd'hui veulent bâtir ce territoire. Donc je pense aujourd'hui que la liste que nous avons construite, jeune, honnête et dynamique, eh bien, elle est en mesure de porter ce territoire, travailler avec l'ensemble des agents, les élus qui seront mis en place, respectant l'opposition et mettant en place tous les moyens du développement infrastructurel, de formation, évidemment, de foisonnement d'entreprises dans ce pays pour créer de la richesse et de l'activité pour l'intérêt général de la Guyane. C'est bien parce qu'on a 1 minute, hein. C'est parce que quand vous dites jeune, celui qui vous accompagne n'est pas complètement jeune, mais c'est pas grave. C'était votre minute, vous avez dit pourquoi vous serez le meilleur candidat. Vous me permettez cette boutade, bien sûr. Président Tchénon, dites-nous pourquoi vous êtes le meilleur candidat. Alors, je dirais à mes homologues, président Canavi et au président Budoc, qu'une campagne, je compare toujours une campagne à un marché où les marchands viennent avec leurs étals et leurs produits. Donc aujourd'hui, je pense, et j'en ai la conviction plutôt, que les hommes et les femmes qui m'accompagnent et moi-même, nous faisons une offre d'engagement pour ce pays sur la base de la réalité de ce pays, c'est-à-dire les solutions qui sont à apporter doivent tenir compte de ces réalités. Donc aujourd'hui, nous pensons fortement que notre offre permettra à la population guyanaise d'avoir ce développement tant attendu depuis pas mal d'années. Très bien, messieurs, merci d'avoir participé à ce grand débat sur ATV Guyane, dans ce nouveau concept, ce nouveau principe. Comment vous avez apprécié ce nouveau principe pour vous ? Mise en situation. Mise en situation.
Ah ben, Bien. je- C'est nouveau. Oui, pour Non, moi, mais c'était j'ai bien. apprécié aussi mes contradicteurs, voilà. En tout cas, Débat pour toi. Et surtout, Merci. ça vous a permis d'être pédagogue, ce qui n'est pas souvent le cas. c'est ça. Débat Vous pour voulez, toi. Merci vous voulez beaucoup. absolument éviter, j'ai 30 secondes, ou vous Allez, allez 30 aussi secondes. m'interdire. Non, 30 Merci. secondes, Farouk. En tout cas, moi, Allez-y, je tenais Farouk. à souligner la qualité de vos interventions. Et je trouvais que par rapport aux téléspectateurs, c'était important que, voilà, ils sentent qu'est-ce que le président que potentiellement vous êtes a à leur dire sur des situations très concrètes. Donc merci pour la qualité de vos prestations. Merci messieurs, Alain-Etienne Long, Rémi-Louis Budoc, Fabien Canavi, merci d'avoir participé à ce grand débat. On vous donne rendez-vous demain à la même heure avec 3 nouveaux candidats. Farouk Amri, merci. 3 Et vice-présidents. à On demain. peut juste dire qu'on a Oui. tiré au sort les candidats. Donc c'était un C'est tirage filmé, au sort hein. filmé. Donc il n'y a pas eu d'arrangement. Ça a été filmé. Les tirages sont à disponibilité. Canavi a Voilà. bien dit que ce sont nos vice-présidents. Oui, Ah, demain, nos qui viennent demain. vice-présidents. Oui, oui. Ah, bon, très bien, on va pas citer les noms alors. Rendez-vous demain à la même heure, messieurs. Passez une excellente soirée. Les programmes continuent sur ATV. À demain. À demain, au revoir.